vais vous raconter la formidable histoire des voleurs les plus cons de l'histoire d'Internet. Accrochez-vous parce que celle-là, mais c'est une pépite. L'histoire se passe en 2016 et Bitfinex, une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies au monde, se fait pirater. À l'époque, les voleurs vont repartir avec 119 756 bitcoins, ce qui correspond à peu près à 72 millions de dollars de l'époque. Évidemment, c'est un énorme piratage. D'ailleurs, c'est le deuxième plus gros vol de crypto de l'histoire. Juste après le hack, la valeur du bitcoin avait perdu 20%, mais il avait repris de moitié sa valeur dès le lendemain. La police réussira à récupérer très rapidement 94 000 bitcoins issus du piratage de Bitfinex, estimé aujourd'hui à plus de 3,6 milliards de dollars. Ça correspondait à peu près à 80% de la somme volée. Et s'ils ont réussi à retrouver ça, c'est parce que c'était sur un seul portefeuille numérique qu'on appelle un wallet, sur lequel les fonds n'avaient pas été bougés depuis 2016. Parce qu'on va le voir plus tard, c'est très compliqué de blanchir de l'argent quand on vole des crypto-monnaies et qu'on veut les sortir dans le monde réel. Bref, la police est quand même relativement contente. C'est sûrement la plus grosse saisie de crypto dans le monde. Et la police maintenant va commencer à travailler sur à qui appartenait ce wallet. Et surtout, où sont les 20% manquants? Faut savoir que les 20% manquants, justement, ils ont été blanchis via une plateforme qui s'appelait Alphabay, plateforme qui aujourd'hui a été fermée par la police, mais qui était une plateforme du dark web qui permettait de faire passer des flux crypto financiers de manière plus anonyme, notamment grâce à deux manières de s'y connecter. La première, c'était I2P, un service d'anonymation des connexions Internet, et le deuxième, c'est en passant par le réseau Tor, qui est le réseau d'anonymat sur Internet le plus connu au monde. Le concept, très rapidement, c'est que quand tu navigues sur une page via le réseau Tor, les requêtes qui viennent de ton ordinateur vont être passées par tout un tas d'autres ordinateurs mis en réseau, le but final étant évidemment de ne pas retrouver qui était à l'origine de la requête. Bref, en plus de ça, pour essayer de brouiller les pistes au maximum, ils avaient vraiment bien fait les choses, mais vous allez voir qu'ils sont très cons après. Ils avaient échangé les bitcoins volés dans plusieurs autres crypto-monnaies, fait transiter via des centaines de comptes sur des sites d'échange, avec à chaque compte une fausse identité différente. C'était assez bien foutu, mais vous allez voir que les oiseaux, c'est quand même des spécialistes. Parce qu'après des années de recherche, la police elle a arrêté deux personnes. Et c'est pas n'importe qui. La première, c'est Ilya Lichtenstein, aussi surnommé Dutch par certains de ses proches, alors qu'il est pas du tout néerlandais, enfin bref. Et la plus intéressante des deux, Heather Morgan, qui a aussi un surnom très connu sur Internet, mais je vous garde la surprise. Ilya, il a 34 ans, il est né en Russie et il arrive aux États-Unis à l'âge de 6 ans pour échapper à la persécution religieuse qui était présente en Russie à cette époque-là. Dans la vie, c'est un entrepreneur qui réussit plutôt bien puisqu'il possède une société depuis 2011 qui a levé plusieurs millions de dollars de fonds, notamment de la part d'un homme d'affaires américain réputé. En couple depuis 2015, il est marié depuis 2019 à la fameuse Heather Morgan. Le couple vit à Wall Street et il est lui-même investisseur dans plusieurs startups. Sur son LinkedIn, il va se définir lui-même comme étant entrepreneur dans la tech, investisseur, développeur et magicien occasionnel. À deux doigts d'écrire kebabier, le frérot. Heather, quant à elle, elle a 31 ans, elle a aussi une compagnie à succès et elle, contrairement à Ilya, elle est très active sur les réseaux sociaux, trop active en fait. Elle partage son train de vie qui a l'air plutôt luxueux, elle voyage à travers le monde pour son boulot, elle partage notamment le fait qu'elle a vécu à Hong Kong et en Égypte et qu'elle parle plusieurs langues couramment. Elle aussi, elle investit dans d'autres entreprises, elle se décrit sur son LinkedIn comme étant une serial entrepreneuse, mais aussi rédactrice et surtout rappeuse humoristique. Et c'est là que l'histoire prend un twist, mais bien, tu vois. Son surnom, ou plutôt son nom de scène, c'est Ras Al Khan, et elle se fait aussi appeler le crocodile de Wall Street. Alors je vous propose tout de suite un petit extrait de son clip Versace Bédouin. C'est ce genre d'animal là qui vient de voler des milliards. Bon, bref. Selon elle, son nom de scène vient de, je cite, Gengis Khan, mais en plus piquant, qui est relativement malaisant parce que Gengis Khan, c'est un empereur mongol du début du XIIIe siècle, d'ailleurs il en est le fondateur, et à l'époque cet empire il s'étend sur une bonne partie de la Chine et même une bonne partie de l'Asie actuelle tout court, ce qui en fait le plus grand empire de tous les temps avec quelques 33 millions de kilomètres carrés. Et évidemment, il a pas construit cet empire en leur chantant Imagine de John Lennon, déjà parce que John Lennon, de 1, il était pas né, et de 2, parce que ça marche rarement comme ça. Considéré comme un conquérant impitoyable et sanguinaire, c'était surtout un excellent stratège. Mais du coup, bref, Gengis Khan, il est responsable de la mort de 40 millions de personnes, dont plusieurs génocides, il aurait décimé les 3/4 de la population iranienne, et en tout, il aura fait plonger la population mondiale de 11% pendant son règne. Bref, pas certain que tu veuilles faire ce genre de rêve dans ton blaze, mais bon, voilà, pourquoi pas. Surtout quand c'est appliqué une espèce de bobo new-yorkais chelou, mais bon...
Bref, dans ses autres surnoms qu'elle se donne elle-même, parce que sinon c'est pas drôle, il y a aussi la Martha Stewart turque. Martha Stewart, c'est une icône de télé américaine. À la base, elle était juste présentatrice télé et maintenant elle est vraiment à la tête d'un empire médiatique de ouf. Ou encore un autre blaze, la reine des gaufres de Corée. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas si elle parle de la Corée du Nord ou du Sud, mais on en est à un point où j'ai même plus envie de demander. Bon alors du coup, on pourrait penser que c'est juste des gosses de riches un peu couillons, mais en fait non, quand on va retracer leur histoire, ils ont des parents plutôt éduqués, ils ont un background plutôt en haut de la classe moyenne, mais ils ont eux-mêmes fait des études. Études de psychologie pour Ilia et d'économie pour Heather. Heather qui, malgré son style, est contributrice régulière pour plusieurs magazines, notamment Forbes, dans lequel elle a notamment déjà écrit sur les différences dans les négociations de salaire entre les hommes et les femmes. Un autre article sur un chef cuisinier star montante qui a servi notamment au Met Gala l'année dernière. Mais surtout, un article sur comment protéger sa crypto-monnaie des hackers. C'est marrant, mais en même temps, pour le coup, je pense que c'est vraiment de quoi elle parle là tout d'un coup. En fait, c'est un sujet sur lequel il prenait pas mal de fois la parole pendant plusieurs années, que ce soit dans des articles de journaux, des posts de blog, des posts sur Twitter ou dans des conférences. Quand tu sais sécuriser un truc, tu sais aussi le voler. Mais c'est pas tout, parce que la startup fondée par Ilia, dont Heather est d'ailleurs la présidente aujourd'hui, a pour objectif de stopper la fraude et le terrorisme dans le combat mondial contre l'usurpation d'identité. We protect your funds with multiple layers of security. Et quand on sait que l'usurpation d'identité, c'est un truc qui est pris très au sérieux sur les plateformes d'échange, notamment de crypto-monnaies, avec plein de logiciels faits exprès pour essayer de contrer ça, on comprend un peu les liens. En janvier 2022, très récemment, roulement de tambour, la police arrive à remonter leurs traces. Et ils seront arrêtés tous les deux pour conspiration de blanchir plus de 3,6 milliards de dollars en bitcoin volés. Ils risquent tous les deux plus de 20 ans de prison et le montant de la caution est mis à 5 millions de dollars pour Ilia et 3 millions pour Heather. Notamment parce que ce serait lui qui aurait agi et récupéré la plus grosse partie des gains, mais on y revient plus tard. Après quelques allers-retours au tribunal, on retire finalement le droit à Ilia d'être libéré sous caution parce qu'il va être considéré comme étant à haut risque de fuite. Et c'est vrai, déjà il a plein d'argent parce qu'il y a des wallets volés qu'on n'a pas encore retrouvés et puis il en a aussi des qui sont juste à lui normaux, mais surtout il a un passeport russe. Du coup il peut très facilement quitter le pays et la Russie n'a pas de traité d'extradition avec les États-Unis. Donc le jour où il part, c'est finito. Heather Morgan, elle en revanche, elle est libérée sous caution grâce à la mise en hypothèque de la maison de ses parents, maison dans laquelle elle va être assignée à résidence avec un bracelet électronique et l'interdiction formelle de toucher à un ordinateur ou à un smartphone. Son compte Twitter est à nouveau actif depuis cet été, mais très peu, elle a fait 2 tweets, ce qui voudrait dire que les conditions de sa détention ont été peut-être légèrement assouplies depuis, mais j'ai pas l'info. Et une autre raison de sa libération sous caution, c'est qu'elle avait eu une intervention médicale assez importante juste avant son arrestation, et donc elle avait besoin d'être suivie par un hôpital, enfin bref, elle s'en est sortie. Mais la vraie question, c'est comment est-ce qu'ils se sont fait choper? Parce que peut-être qu'ils vous cassent les couilles les crypto bros avec leur bitcoin et leur singe en JPEG là qui vaut 5 millions. Mais et surtout si vous êtes pas trop dans ces délires là, vous vous dites peut-être mais c'est censé être anonyme ces merdes là, comment ils se sont fait retrouver? J'y viens. Parce qu'il y a plusieurs erreurs qui ont été commises par nos Bonnie and Clyde de Lidl. D'abord, je vous expliquais tout à l'heure qu'ils avaient ouvert des centaines de comptes sous des fausses identités pour essayer de blanchir l'argent. Et ils sont obligés d'utiliser beaucoup de comptes parce que quand ils font ça, ils peuvent déplacer que des petites sommes d'argent à chaque fois pour pas déclencher les limites de vérification des plateformes d'échange. Concrètement, si jamais tu échanges 100 €, on va peut-être te laisser le faire sans te demander grand chose. Et si tu échanges 10 millions d'euros, là on va te demander l'origine des fonds. C'est quand même un minimum. Sauf que parfois, malgré les petites sommes qui transactaient, le système de sécurité se déclenchait quand même. Et donc eux, au lieu de régler le problème sur la plateforme pour pas se faire choper, ils laissaient juste l'argent en plan comme ça. Comme des cons. Alors quand tu le fais une fois, bon on peut se dire c'est un utilisateur qui a eu la flemme d'envoyer tous ses papiers pour débloquer 100 balles, peut-être qu'il a plein d'argent, il s'en fout. Mais sauf que quand t'as tout d'un coup plein de comptes sur une plateforme d'échange qui se font bloquer et qui ne font aucun effort pour essayer de récupérer l'argent, forcément ça attire l'attention des forces de l'ordre. Et la deuxième grosse erreur, c'est que une fois l'argent sorti du tout premier porte-monnaie virtuel dès que le hack a été réalisé, une partie de l'argent a été utilisée directement pour s'acheter des cartes cadeaux. Ils ont claqué des thunes sur Airbnb, Hotel.com et même le PlayStation Store. Vraiment des génies du crime. Sauf que attendez, parce qu'on va voir, je vais vous tester à la maison, est-ce que vous êtes un génie criminel? Quand tu achètes une PlayStation sur le PlayStation Store, d'accord, avec de l'argent que tu as volé, il faut se faire livrer la dite PlayStation. Est-ce que toi, par exemple, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu mettrais ta vraie adresse? Eh ben non, connard! Et sauf qu'il y a comme ça un putain de génie, il a mis sa vraie adresse pour recevoir sa play. Avec cet argent, ils sont aussi accusés d'avoir acheté des NFT et 70 pièces d'or. Pièces d'or qui ont définitivement disparu, en tout cas la police les a pas retrouvées pour l'instant. Et
alors pourtant, quand la police est arrivée chez eux, ils ont pas eu à fouiller très longtemps avant de trouver des trucs où c'était littéralement écrit « Bonjour, on fait des choses illégales » en gros dessus. Déjà, le truc le plus absolument incroyable, c'est un tableur Google Sheet dans lequel il y avait tous les emails et tous les mots de passe et toutes les clés privées des portefeuilles Bitcoin volés. Ça, c'est incroyable. Vraiment, c'est comme si vous faisiez un document Word sur le bureau, littéralement, où c'est écrit « Adresse des banques que j'ai braquées 2022 ». Ensuite, toujours sur le PC d'Ilia, il y avait un dossier qui s'appelait Avatar. Dans ce dossier, il y avait tout un tas de fausses identités en cas de besoin à leurs deux noms avec plein de pièces justificatives différentes. Et dedans encore, il y avait un autre dossier qui s'appelait Idées de passeport avec plein d'idées de faux passeports et de faux noms comme ça et qui étaient là. On va aussi retrouver des portefeuilles de crypto-monnaies physiques, hein, c'est des formats un peu clés USB qui servent à contenir notamment des bitcoins, des livres creusés comme dans des putains de romans d'Agatha Christie et un sac caché sous le lit. Alors ça, c'est le meilleur, avec écrit sur une étiquette sur le sac burner phone. En gros, ça veut dire téléphone jetable. C'est le truc qu'utilisent les dealers qui font des go fast. Évidemment, la police ouvre le sac et sans surprise, il y avait tout un tas de téléphones portables à l'intérieur. Bref, les mecs remplissent leur propre dossier de preuves pour le juge, c'est incroyable. Avec toutes les infos laissées derrière par le couple, on comprend plus tard que le but c'était pour eux de rejoindre la Russie, puisque Heather apprenait le russe et pour rejoindre la Russie, ils voulaient passer par l'Ukraine. Ils avaient déjà voyagé dans ce pays, ils y avaient des comptes en banque et ils avaient même envisagé d'y acheter une maison en 2019. Alors je sais pas si ça s'est fait, mais vu la situation actuelle, il y a quand même de grandes chances pour que la baraque aujourd'hui n'existe plus. Et je sais pas s'il y a un truc qui vous a fait tiquer tout à l'heure quand je vous ai parlé d'accusations, notamment d'accusations de blanchir de l'argent, parce qu'ils sont accusés de l'avoir blanchi cet argent, mais pas volé. On n'a pas encore eu le fin mot de cette histoire et c'est fort probable qu'il y ait une autre personne, peut-être plus compétente en informatique, qui ait volé cet argent à l'échangeur de Bitcoin Bitfinex et qui ait revendu les accès sur un sombre forum chelou pour éviter d'avoir lui-même à blanchir l'argent. Et ça fait ultra sens parce qu'ils avaient l'air vraiment pas préparés du tout, on dirait de deux zozos quoi. C'est pas des criminels professionnels, ça se voit, ils en ont pas les compétences déjà. Ils ont fait énormément d'erreurs et même si Ilia a des compétences en développement informatique, il faut quand même avoir des compétences un peu plus poussées en sécurité pour pirater une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies. Et comment vous dire qu'on n'a pas l'air d'être face au plus grand génie de notre génération en informatique non plus. Et regarde ma vidéo sur le prince du dark web, c'est le même sujet.